Alors, j'appelle toujours le bureau de la Cour de cassation parce que vous faites un clan maintenant, vous vous déplacez en groupe, hein. Donc, le dernier, c'est le professeur Soucy. Oui, oui, c'est vrai. Micro-organismes émergents et inhabituels en pathologie infectieuse. Nosocomiale, pardon. J'avais mis mon doigt dessus. Bien, merci, Monsieur le Président, Madame la Présidente, Monsieur le Secrétaire perpétuel, Monsieur le Doyen. Merci d'accueillir un microbiologiste parmi vous. Euh, donc, je vais vous parler de bactériologie. Alors, donc, premier point, les résultats d'enquête nationale de prévalence de 2022 qui concernent donc la prévalence des infections nosocomiales, on voit que les ISO, les infections du site opératoire, arrivent en troisième position avec environ entre 0,8 et 0,9% sur 5,71% du total, ce qui fait 1400 à 1500 ISO sur 9000 et quelques infections nosocomiales dans cette enquête de prévalence de 2022. Alors, si on regarde maintenant les bactéries, si les quatre bactéries, Staphylocoque doré, Colibacille, Pseudomonas aeruginosa et Enterocoque fecalis, représentent plus de 50% des infections nosocomiales en général, on remarque qu'en chirurgie, et notamment en chirurgie orthopédique, ce sont les grammes positifs qui arrivent en tête, avec en particulier les staphylocoques. Mais on retrouve également quelques entérocoques vers le bas et des corynébactéries et propionibacterium qui sont, comme on va le voir, la même chose. Alors, je me suis intéressé plus spécialement pour cet exposé à deux groupes de bactéries, les Cutibacterium, notamment Cutibacterium acnes, qui, comme vous le voyez, a changé de nom au cours des années. Une première description il y a déjà 120 ans, et en 2016, donc, qui a été baptisé Cutibacterium. Et vous avez à droite donc sa photo d'identité. Et deuxième groupe de bactéries, les Staphylococcus coagulase négatives, dont la photo est à droite. Alors, Cutibacterium acnes, c'est une bactérie commensale, notamment de la peau, des muqueuses, des follicules sébacés, de la cavité buccale, du canal auriculaire externe. Retrouvée notamment autour de l'aisselle, avec une concentration plus importante qu'à la hanche ou au genou. Sa concentration est également plus importante chez l'homme, sans doute liée au taux plus élevé de testostérone qui favorise sa prolifération et à la quantité plus importante de poils. Capacité à résister à un environnement pauvre en oxygène et aux propriétés bactéricides des macrophages ou du sérum humain. Et cette bactérie forme un biofilm qui lui permet de résister sur du matériel posé. Elle est sensible aux différents antibiotiques, à l'exception des nitroimidazoles, auxquels elle présente une résistance naturelle. Alors, cette bactérie a été longtemps considérée comme un commensal sans conséquence et retrouvée comme contaminant des cultures. Mais on sait maintenant qu'elle est responsable d'un grand nombre d'infections, notamment l'acné, bon, qui est dans son nom, mais également des infections sur matériel étranger, prothèses mammaires, matériel cardiovasculaire, prothèses articulaires, notamment d'épaule, valves de DVE, ostéomyélite arthrite, surtout après réintervention, arthroplastie ou après injection de stéroïdes. Infections après chirurgie de l'épaule sont assez rares, autour de, les orthopédistes me diront, mais entre 0,5 et 2%, mais Cutibacterium acnes en est très souvent en cause. Elle est retrouvée dans 16% des prothèses infectées et dans 21% des reprises de prothèses. On la retrouve également dans l'endophtalmie, dans les abcès du cerveau après neurochirurgie, très rarement dans les endocardites après prothèse valvulaire, et elle est impliquée dans plusieurs pathologies rhumatismales, notamment ce qu'on appelle le syndrome SAPHO. Alors, en ce qui concerne les infections à Cutibacterium acnes, les bilans biologiques sont souvent normaux. Le plus souvent, le syndrome inflammatoire est peu marqué. Et en dehors d'une co-infection, il n'y a pas d'hyperleucocytose ou très peu. La CRP est très peu augmentée. On voit que selon les études, 18 mg, 21 à 35, 0,8 à 8,8, ce qui est très bas. Et on sait aussi, d'après un certain nombre d'études, que la préparation cutanée de l'opéré ainsi que les protocoles d'antibioprophylaxie sont moins efficaces sur cette bactérie que sur d'autres, notamment parce qu'elle est présente dans les follicules sous-cutanés qui ne sont pas atteints par la préparation cutanée. Ce qui a conduit Lutz à proposer trois groupes, infection certaine avec signes cliniques d'infection et plus de 2 prélèvements positifs, probable, signes cliniques présents et un prélèvement,
est possible, pas de signe clinique, mais au moins un prélèvement positif. Alors, le taux de prélèvement positif augmente pendant l'intervention, notamment en cas de reconstruction de coiffe, 28% en préopératoire contre 44% en fin d'intervention. Et l'hypothèse retenue est que le germe circule depuis les tissus sous-cutanés le long des voies d'abord, contaminant au passage les instruments. Alors, ce qu'il faut faire, c'est en cas de reprise chirurgicale avec suspicion d'infection, il faut faire 5 prélèvements profonds, liquidiens et ou tissulaires. Des ponctions sont souvent nécessaires. Il faut garder les prélèvements jusqu'à 21 jours après l'ensemencement. Et la biologie moléculaire commence à nous apporter des informations. Le NGS, c'est-à-dire le séquençage de nouvelle génération, est peu spécifique car il diagnostique souvent des infections polymicrobiennes. Par contre, la PCR multiplex semble apporter une approche prometteuse. Les staphylocoagulases négatives, maintenant, donc ce sont aussi des bactéries opportunistes, souvent responsables d'infections nosocomiales, favorisées notamment par la présence de matériel étranger. C'est l'épidermidis qui est le plus souvent rencontré chez les porteurs de cathéters intravasculaires, les boîtiers de simulation cardiaque, les valves de dérivation, plus rarement les prothèses ostéo-articulaires. Et il a aussi une capacité d'adhésion aux biomatériaux favorisée par la production d'exopolysaccharides. Il y a d'autres espèces plus rares, comme l'hémolyticus ou le Staphylococcus capre. Alors, la jurisprudence est assez peu abondante sur ces bactéries, mais j'ai réussi à retrouver quelques arrêts que je vais vous lister là. Alors, d'abord, celui de Paris. Voilà, Monsieur A qui est atteint d'une luxation du acromioclaviculaire de l'épaule droite après une chute, réparation du ligament coraco-claviculaire et mise en place d'une chape deltotrapézienne. Quelques semaines plus tard, douleur externe de la cicatrice, antibiothérapie. Un an après, réapparition d'un écoulement intermittent qui conduit à l'excision et la fermeture de la cicatrice. Encore plus tard, réapparition d'une fistule. Le scanner montre une détérioration osseuse. Il est réhospitalisé pour ostéoarthrite, résection du carré externe de la clavicule et on met en évidence sur les prélèvements corinne Magnès. Et l'expert conclut à un germe endogène introduit au cours de l'intervention. Il s'agit d'une infection nosocomiale car il y a eu une faute dans l'organisation ou le fonctionnement du service. Et il y a une IPP à 8%, des souffrances endurées à 3,5, dont 2 imputables à l'infection et un préjudice esthétique permanent à 2 sur 7. Dossier suivant, Madame D, fracture complexe de l'humérus gauche, prothèse totale de l'épaule gauche, car il y a une pseudarthrose, fissuration de la région supérieure de la diaphyse humérale, une ponction réalisée quelques mois plus tard montre également un Corynebacterium acnes, antibiothérapie. Ablation de la prothèse, mise en place d'un espaceur en ciment, mise en place d'une nouvelle prothèse, nouvelle ponction, staphyloépidermidis, vous voyez qu'on retrouve là les deux des germes dont je vous ai parlé, mise en place d'un espaceur, antibiothérapie, et le rapport conclut à une infection nosocomiale également, un DFP à 30%, dont 25% imputable à l'infection. Monsieur AB, fracture comminutive complexe de la hanche droite après une chute. Je regarde si... Oui, voilà. Prothèse intermédiaire de la hanche plus ostéosynthèse du grand trochanter. À la suite d'anomalies observées en soins de suite et réadaptation, il est réhospitalisé, on fait une ponction. Corynebacterium magnes mis en évidence, antibiothérapie prolongée donc jusqu'en janvier 2018. Mise en place ensuite d'un greffon. Et le rapport conclut à une prise en charge non fautive, mais toutefois une infection nosocomiale avec la responsabilité du centre hospitalier engagé, des souffrances endurées à 1,7, un PEP à 1,7 et un DFP lié à l'accident et à l'intervention. Alors, je n'ai pas tous les chiffres parce que je n'ai pas retrouvé ça dans le dossier. Voilà. Dernier dossier, Monsieur AB, fracture du tibia, ostéosynthèse par plaque vissée. Quelques semaines plus tard, inflammation de la cicatrice, la plaque est retirée, mais en place d'un fixateur externe, et on retrouve Staphylococcus capre. Le 3 juin 2010, retrait du fixateur externe, mise en place d'une résine et mise en évidence d'un Corynebacterium acnes. Donc vous voyez que dans ces observations, enfin les deux dernières en tout cas, on retrouve deux infections avec des germes différents qui font partie de ceux dont je vous ai parlé.
Et bien plus tard, donc, après rapport d'expertise, le tribunal administratif conclut donc à une infection nosocomiale avec une IPP à 8%. Et la Cour administrative d'appel conclut que la deuxième infection est aussi une infection nosocomiale, mais qu'elle constitue une perte de chance. Donc voilà, c'est quelques exemples que je voulais vous donner de ces infections à ces bactéries, ces micro-organismes qu'on peut considérer comme émergents, bien qu'on commence à en retrouver malgré tout un certain nombre, responsables d'infections post-opératoires nosocomiales, donc essentiellement Cutibacterium acnes et Staphylocoque à coagulase négatif. Alors il y en a d'autres, mais je me suis limité à ces deux-là parce que ça me paraît être les plus importants aujourd'hui. Donc, bactéries longtemps considérées comme uniquement des contaminants en raison de leur caractère commensal et considérées, oui, comme contaminants de prélèvement, d'où élimination de ces prélèvements, mais ce n'est plus le cas aujourd'hui. Adhésion au matériel avec formation de biofilms qui sont donc difficiles à atteindre, notamment par l'antibioprophylaxie. Délai souvent prolongé après l'intervention, avec douleur, raideur, fistule, écoulement, décèlement. Comme on l'a vu, les marqueurs biologiques de l'inflammation type CRP sont peu contributifs. Il est indispensable de multiplier les prélèvements et de conserver les cultures assez longtemps, notamment pour Cutibacterium qui peut mettre plusieurs semaines à pousser. Essentiel, comme on l'a dit tout à l'heure, la clinique, évidemment, et la confrontation entre la clinique, la microbio et l'imagerie est essentielle pour conclure à l'infection et à la qualification de nosocomiale. L'apport de la biologie moléculaire est en cours d'évaluation. Pour l'instant, on ne peut pas vraiment dire qu'elle apporte suffisamment d'éléments, mais je pense que dans les mois ou les années qui viennent, on aura beaucoup plus d'informations. Et comme on l'a vu, la jurisprudence conclut assez régulièrement à la nature nosocomiale de ces infections. Voilà, la sonnette n'a pas retenti. Très bien. Merci Claude James. La CNES est très ennuyeux. La CNES est très ennuyeux pour les orthopédistes. Oui. Oui, tout à fait. C'est la plus grande connerie. Docteur Carlios, il a le micro? Oui, non? Oui. OK. Je vais revenir sur ce jugement du 16 octobre. Je crois que maintenant, il faut soit plus opérer les malades, soit leur faire systématiquement un écouvillonnage de la zone opératoire avant l'intervention. Parce qu'il y a une grosse différence entre l'abord juridictionnel de l'infection nosocomiale et notre abord chirurgical. On a tous de la l'acné sur la peau, on a tous de l'épidermidis et on le retrouvera. Alors les Américains, ils ont commencé il y a 6 mois, j'étais, et je peux vous dire qu'ils font des écouvillons. D'abord, il faut faire les prélèvements avec des écouvillons différents. Or, je peux vous dire que j'ai encore vu, et pas plus tard qu'il y a une dizaine de jours, le même écouvillon et qu'on met pour faire le prélèvement. Ça se voit encore. Ça se voit, mais c'est à nous de faire le ménage par rapport à ces gens-là. Mais surtout, les Américains, ils ont maintenant un écouvillon qui déclenche, qui sort à un certain moment de la profondeur de la plaie. Vous comprenez? Parce que l'écouvillon, si vous le mettez, vous pouvez très bien ramener des germes de dessus jusqu'en bas. Mais l'écouvillon, il s'ouvre à 1 centimètre, ou il s'ouvre à 2 centimètres, ou il s'ouvre à 5 centimètres. Et ça, je crois que c'est très, très important. Alors, j'avais un autre dossier, je l'ai enlevé parce que j'avais peur d'être trop long, qui était pas de l'orthopédie, qui était de la neurochirurgie. C'était une infection à Cutibacterium acnes après infection d'une DVE, une dérivation ventriculaire externe. Ouais. Voilà. Donc, merci pas d'orthopédie, beaucoup. heureusement. Merci beaucoup, Claude James. Voilà. On peut l'applaudir.